Bonjour à tous, Cédric Berger, conseiller agro-environnement et pédologie à la Chambre d'agriculture du Loiret et animateur du contrat territorial Val d'Huy Loiret. On vous présente dans cette vidéo les résultats de notre essai destiné à évaluer les impacts des différents couverts sur l'activité biologique des sols et à en tirer les préconisations concrètes en termes de gestion des intercultures. Notre essai a été mis en place sur le site de la plateforme Adarel 2020, sur la commune de Sandillon. Il se situe sur le territoire du contrat territorial Val d'Huy Loiret. Cette parcelle d'essai conduite en non-labour est située dans une dépression de la plaine alluviale de la Loire, sur des sols sablo-argileux épais peu évolués d'apport alluvial. Cette étude porte sur 4 modalités de l'essai couvert avant maïs, dont les premiers résultats vous sont présentés par Romain Mallet dans la vidéo numéro 7. Après la récolte d'un précédent blé, ces couverts ont été semés le 8 août 2019 avec un combiné herse rotative, juste après le passage d'un déchaumeur radant. Les 4 modalités étudiées sont les suivantes. Modalité 1. Couvert biomax agriculteur avec un mélange de 10 espèces variées. Modalité 2. Moutarde. Modalité 3. Sol nu. Modalité 4. Mélange d'avoine brésilienne et de févrole. Nos analyses et observations ont été réalisées le 29 janvier 2020 sur un sol relativement ressuyé, avant la destruction des couverts. À cette date, la végétation était particulièrement bien développée sur la modalité 1, mélange agriculteur. La végétation et les résidus de culture y couvraient 70% de la surface du sol. Sur les autres modalités, la couverture des sols était de 15 à 20% de la surface, y compris sur la modalité 3, sol nu, du fait de son salissement. Une analyse de terre a été réalisée le 29 janvier pour caractériser le sol de la parcelle d'essai sur la profondeur 0,20 cm de la modalité 3, sol nu. Les résultats de l'analyse granulométrique confirment la nature sablo-argileuse du sol, composé de 13% d'argile. L'horizon de surface est un sol léger à faible capacité d'échange cationique et à faible réserve potentielle. Le pH actuel de ce sol, non calcaire, est voisin de la neutralité. Toutefois, son acidité potentielle est relativement importante. Un chaulage d'entretien y est régulièrement pratiqué par l'exploitant. Les réserves minérales du sol en macroéléments sont satisfaisantes. Le sol de cette parcelle d'essai est relativement bien pourvu en matière organique totale, malgré sa texture à dominante sableuse et sa faible teneur en argile qui contribue peu à protéger les matières organiques. Cette teneur satisfaisante en matière organique totale a une incidence positive sur les propriétés physiques, chimiques et biologiques du sol. Ce bon résultat est la conséquence de l'ensemble des pratiques culturales qui ont été mises en œuvre par l'agriculteur depuis plusieurs années. Au sein de ce compartiment, le fractionnement des matières organiques nous montre que les teneurs en matières organiques libres, les plus facilement consommées, et liées, les plus stables dans le temps, sont satisfaisantes. Le sol dispose donc, d'une part, à court et moyen terme, d'une quantité de matière organique libre qui est suffisante pour fournir de l'énergie aux organismes vivants du sol, d'autre part, à long terme, d'une quantité de matière organique liée qui, en se liant aux argiles, contribue positivement à la stabilité structurale du sol et augmente la résistance aux stress environnementaux. Les compartiments organiques du sol sont équilibrés, les réserves organiques sur le long terme sont bien proportionnées par rapport aux réserves à plus court terme, il en résulte une bonne dynamique de consommation des matières organiques. Celles-ci contribuent à alimenter correctement les plantes en éléments minéraux. Le rapport C/N de la matière organique liée est satisfaisant. Il caractérise des humus bien évolués, fonctionnels, libérant assez facilement de l'azote. En revanche, le rapport C/N de la matière organique libre est faible. Il caractérise une matière organique très évoluée, surconsommée et peu énergétique pour la faune et la microflore du sol, mais qui aura tendance à libérer plutôt facilement son azote. Sur cette parcelle, les couverts représentent donc un levier agronomique majeur à mobiliser pour restituer du carbone énergétique et dynamiser les organismes vivants du sol. Dans un premier temps, nous avons observé la structure du sol dans chaque modalité à l'aide de plusieurs répétitions de tests bêche. Ce test physique permet de réaliser un diagnostic rapide de l'état de la structure du sol sur 25 cm de profondeur. Il consiste à extraire un bloc de sol, puis à observer l'état interne des mottes, plus ou moins poreuses, pour conclure à sa classe de tassement. On distingue notamment les mottes gamma, qui sont des mottes arrondies, grumeleuses et très poreuses, des mottes delta,
dont la surface lisse et plane constitue un obstacle pour la circulation de l'air, de l'eau et pour la pénétration des racines. En situation intermédiaire, les modes delta B laissent quant à elles entrevoir des signes de régénération par l'activité biologique du sol, notamment les racines et les vers de terre. La structure du sol est globalement assez favorable sur cette parcelle d'essai. On y observe toutefois une légère prise en masse sur la modalité 3, sol nu. Dans une moindre mesure, cette légère prise en masse est également visible en surface des autres modalités, sur les 10-15 premiers centimètres qui ont été réhumectés par les précipitations des jours précédents. Toutefois, les racines des couverts améliorent la structure de ce premier horizon en y générant quelques plans de fissuration. Sur le second horizon, entre 15 et 25 cm de profondeur, les couverts ont encore plus tendance à résorber ce léger tassement du sol grâce à leur important réseau racinaire qui génère de nombreux plans de fissuration et permet de dynamiser l'activité biologique du sol. L'amélioration de la structure du sol par les couverts végétaux est particulièrement visible sur la modalité 1 mélange agriculteur. L'observation de l'état interne des mottes met en évidence l'effet de granulation par les organismes vivants du sol. Chaque répétition de test bêche a été couplée à une analyse lombricienne afin de faire un diagnostic rapide, sur le terrain, de l'état biologique des sols sur les 4 modalités étudiées. Les vers de terre constituent en effet un très bon bioindicateur de l'état et du fonctionnement des sols. Le suivi de leur population permet de caractériser rapidement l'état de l'écosystème sol et de mettre en évidence l'impact des pratiques agricoles sur la vie du sol. Facile à observer, ces ingénieurs du sol, sensibles aux modifications de leur environnement, influencent de nombreuses fonctions biologiques. Leur abondance et leur diversité sont à rechercher pour qu'ils puissent assurer au mieux ces fonctions et remplir les services écosystémiques qui leur sont associés. En effet, d'une manière générale, on sait que plus les organismes vivants du sol sont nombreux et diversifiés, plus le milieu est stable et résilient. On distingue 3 groupes fonctionnels de vers de terre, les épigées, les endogées et les anéciques, qu'on subdivise en 2 sous-groupes, les épianéciques tête rouge et les anéciques tête noire. Tout d'abord, on observe globalement une très bonne activité lombricienne sur cette parcelle d'essai sur laquelle tous les groupes fonctionnels de vers de terre sont représentés. Cette situation favorable résulte de l'ensemble des pratiques culturales qui ont été mises en œuvre par l'agriculteur depuis plusieurs années sur cette parcelle. Restitution systématique des résidus de culture, implantation de couverts diversifiés en interculture longue, réduction de l'intensité et de la fréquence du travail du sol, ou encore limitation des intrants. Compte tenu de l'historique culturel de la parcelle, les résultats de la modalité 3 sol nu sont bons en abondance lombricienne, avec 326 individus par mètre carré. Toutefois, sur cette modalité, la diversité lombricienne est faible, avec seulement 2 catégories écologiques de vers de terre représentées. L'absence de couvert végétal en surface pénalise donc ici la fertilité biologique du sol. Les résultats sont meilleurs pour la modalité 4 avoine-févrole, en abondance et en diversité lombricienne, avec un total de 364 individus par mètre carré et la présence d'un groupe fonctionnel de vers de terre supplémentaire par rapport au sol nu, les épigées, qu'on trouve en surface au contact des racines du couvert. Les résultats sont encore meilleurs pour la modalité de moutarde qui a produit davantage de biomasse végétale que la précédente. L'ensemble des groupes fonctionnels de vers de terre y sont représentés, avec un total de 526 individus par mètre carré. Enfin, les meilleurs résultats de cet essai, en abondance et en diversité des populations de vers de terre, sont observés pour la modalité 1 mélange agriculteur, avec 715 vers de terre par mètre carré. Cette modalité est également celle qui a produit le plus de biomasse végétale. Les excellents résultats observés pour la modalité 1 mélange agriculteur sont liés à son importante couverture du sol, et probablement également à la diversité des familles culturales et des espèces qu'il compose. Cet essai vérifie donc que plus le menu est abondant et diversifié, plus le nombre d'invités à la table est important, et ce, quel que soit leur régime alimentaire. Les résultats d'analyse de la biomasse microbienne nous confirment que le sol est vivant. En effet, le compartiment microbien, qui constitue le compartiment vivant majoritaire du sol, est bien développé sur cette parcelle. La biomasse microbienne est constituée de nombreux éléments, notamment azote, phosphore, soufre. Cette biomasse se renouvelle rapidement dans le sol, rendant ainsi les éléments qu'elle contient potentiellement disponibles pour les plantes. Le maintien de cette masse vivante dans le sol assure de plus de nombreuses propriétés agronomiques indispensables aux cultures. Elles ont par exemple une action positive sur la porosité qui favorise le drainage et l'enracinement, et sur la stabilité structurale qui limite l'érosion. Les biomasses microbiennes analysées sur cet essai sont satisfaisantes et relativement similaires entre les modalités. Pour les couverts, on observe globalement la même tendance que pour l'analyse lombricienne.
La modalité 1, mélange agriculteur, est celle qui stimule le plus la biomasse microbienne. A l'inverse, on observe la plus faible biomasse microbienne pour la modalité 4, avoine-févrole, qui est également celle qui a produit le moins de biomasse végétale durant l'interculture. Paradoxalement, on observe une biomasse microbienne élevée pour la modalité 3, sol nu. La couverture d'environ 20% de la surface du sol par le salissement sur cette parcelle et la ressource en carbone associée aux résidus du salissement pourraient expliquer ce résultat. Il est toutefois difficile d'interpréter la forte teneur en biomasse microbienne sur cette parcelle sans disposer en plus de résultats d'analyse de la diversité microbienne qui pourraient, par exemple, indiquer la prolifération d'une seule et même espèce de bactéries opportunistes ou pathogènes au sein d'un milieu moins diversifié et donc moins stable, moins fertile et moins résilient. Par ailleurs, sur cette modalité 3, sol nu, en l'absence de restitution additionnelle de carbone par un couvert, l'augmentation de la biomasse microbienne risquerait d'avoir pour conséquence de surconsommer encore un peu plus les matières organiques libres du sol. Schématiquement, le principe de fonctionnement biologique du sol est le suivant. La biomasse microbienne est le compartiment vivant. Ce véritable moteur du sol, plus ou moins puissant, est alimenté par les matières organiques. Les matières organiques du sol sont le carburant, l'énergie pour les êtres vivants. Nous avons vu précédemment que le sol de cette parcelle d'essai dispose d'une quantité satisfaisante et bien équilibrée de carburant pour faire tourner le moteur, mais que ce carburant sera toutefois peu énergétique à court et moyen terme. Les couverts seront donc utiles pour booster la machine. Enfin, la minéralisation des matières organiques peut être vue comme la transmission. C'est le lien entre la vie du sol et la nutrition des cultures. Le carbone minéralisé en 28 jours en laboratoire en conditions contrôlées nous donne un aperçu de la dégradabilité de la matière organique pour chaque modalité. La matière organique potentiellement minéralisable est la matière organique qui sera très rapidement consommée par les micro-organismes comme source d'énergie pour leur croissance et leur développement lorsque de bonnes conditions de température, d'humidité et d'oxygénation du milieu seront réunies. On observe de fortes activités minéralisatrices de carbone pour les modalités 1, mélange agriculteur, et 3, sol nu. Ces résultats traduisent une bonne dégradabilité des matières organiques et une bonne réactivité des sols sur ces modalités pour fournir de l'énergie aux organismes vivants. Toutefois, les coefficients de minéralisation élevés pour ces deux modalités y indiquent une surconsommation des matières organiques. Sur la modalité 1, mélange agriculteur à fort potentiel biologique, cette surconsommation sera compensée par les importantes restitutions de carbone du couvert, mais ce n'est pas le cas sur la modalité 3, sol nu, qui va avoir tendance à appauvrir les réserves du sol. Le flux de carbone est un peu faible sur la modalité 4, avoine-févrole, qui a globalement moins stimulé la vie du sol sur cet essai, probablement en raison d'un moindre développement du couvert sur cette modalité. Toutefois, pour cette modalité, le coefficient de minéralisation nous indique que les matières organiques sont de bonne qualité et que leur activité est bien régulée. Enfin, le flux de carbone est très faible sur la modalité 2, moutarde, où les matières organiques, moins réactives, ne fourniront pas suffisamment d'énergie pour nourrir la biomasse microbienne et la faune du sol. L'azote minéralisé en 28 jours en laboratoire en conditions contrôlées modélise la quantité d'azote minéral potentiellement disponible pour les plantes dans une situation de terrain d'environ 4 mois, extrapolée sur une période de 6 mois. Sur notre parcelle d'essai située sur un sol sablo-argileux d'apport alluvial, les fournitures potentielles d'azote sont globalement faibles. À titre de comparaison, selon le référentiel national du laboratoire et tout sol confondu, des valeurs classiques en grande culture sont plutôt situées entre 150 et 250 unités d'azote. Sur cet essai, on remarque que l'azote du sol est réorganisé par la biomasse microbienne pour consommer le carbone organique apporté par les couverts. Les modalités 1, mélange agriculteur, et 4, avoine-févrole, sont même en situation de fin d'azote. Pour les modalités 2, moutarde, et 3, sol nu, la nitrification fonctionne correctement et aboutit très majoritairement à la synthèse de nitrate. Toutefois, les faibles coefficients de minéralisation indiquent que l'activité de l'azote de la matière organique est faible. Cet azote particulièrement stable est probablement associé à des molécules organiques très polymérisées, de type humus, difficiles à minéraliser et donc libérant difficilement leur azote. La mise à disposition d'azote minéral pour les cultures est donc limitée par la trop forte stabilité de la matière organique. Le besoin d'intégration de légumineuses dans les rotations est donc important, et en attendant le soutien en azote minéral indispensable pour assurer une bonne nutrition des plantes cultivées.
Voici donc les conclusions de notre essai annuel qui a été réalisé sur une parcelle dont le sol présentait initialement un très bon fonctionnement organique et biologique. La modalité 1, mélange agriculteur, est celle qui obtient les meilleurs résultats pour l'ensemble des bioindicateurs mobilisés sur cette expérimentation. Ce couvert diversifié est celui qui stimule le plus l'activité biologique du sol. Lorsque ce couvert est en place, la forte consommation du carbone organique par les nombreux micro-organismes du sol génère une situation de fin d'azote qui sera probablement rapidement réversible après sa destruction. La modalité de moutarde, qui s'est bien développée dans notre essai, présente également de bons résultats. Dans la situation de notre essai, ce couvert a permis de maintenir les populations lombriciennes et microbiennes à un niveau correct. Sur une parcelle déjà bien pourvue initialement en organismes vivants, il peut donc occasionnellement constituer une alternative intéressante au mélange agriculteur pour remonter le rapport carbone sur azote de la matière organique libre du sol, tout en maintenant sa capacité à alimenter les cultures en azote. La modalité 4, avoine-févrole, est le couvert qui obtient les moins bons résultats. La moindre capacité de ce couvert à soutenir la vie biologique du sol dans cet essai est probablement liée, au moins en partie, à sa moindre biomasse par rapport aux deux précédents. Enfin, cet essai nous montre surtout, si besoin en était, toute l'importance d'implanter des couverts et de les réussir pour améliorer sinon maintenir la fertilité des sols. La modalité 3, sol nu, est en effet celle qui obtient les moins bons résultats, tant sur le compartiment physique, la structure, que sur le compartiment organobiologique. Sur les sols à dominante sableuse du Val d'Orléans, l'absence de couvert en interculture aura pour effet délétère de surconsommer les matières organiques peu protégées et peu abondantes dans ces types de sols et appauvrir les réserves du sol. Il est donc primordial de mobiliser et de bien maîtriser le levier agronomique des couverts végétaux sur ce territoire à enjeu haut. Voilà, on espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à faire suivre. Et pour les agriculteurs du contrat territorial qui souhaiteraient réaliser ce type d'analyse de la fertilité organique et biologique des sols, contactez-moi et on verra ensemble comment organiser les choses pour la prochaine campagne en 2021. À bientôt.